Dans cette vidéo, nous allons utiliser le solveur Excel pour résoudre des problèmes que peut rencontrer un ingénieur au quotidien, comme par exemple la résolution d'une équation qui n'a pas de solution explicite, ou encore le fitting de données, où on va essayer d'identifier les paramètres d'un modèle pour qu'ils collent le plus possible à des données expérimentales. Commençons par la résolution d'équations avec un point de départ, l'équation de Darcy qui nous donne la différence de pression entre l'entrée et la sortie d'une canalisation dans laquelle on ferait circuler un fluide en convection forcée. Donc cette différence de pression nous est donnée connaissant la longueur de la canalisation, le diamètre hydraulique, la densité du fluide, la vitesse du fluide et un coefficient de friction, aussi noté coefficient de Darcy, noté FD ici. Donc ce coefficient de friction, il existe de nombreuses corrélations pour l'estimer selon le régime d'écoulement, par exemple laminaire ou turbulent, mais aussi selon l'état de surface de la canalisation. Donc pour l'exemple, ici nous allons considérer la corrélation de Karman-Prand qui nous donne une estimation de ce coefficient de friction pour un régime turbulent et un tube lisse. Donc pour un Reynolds fixé ici, on peut estimer le coefficient de friction. Sauf que, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas isoler ici le coefficient de friction, mettre le coefficient de friction d'un seul côté du égal, donc on n'a pas de solution explicite, on va devoir utiliser ici une solution numérique. Alors on pourrait, par itération successive, venir faire varier FD petit à petit, pour voir à quel moment est-ce que cette équation est résolue pour un Reynolds fixé. Sauf que, donc c'est faisable, hein, sauf qu'on risque d'avoir des difficultés à converger, et si on avait d'autres paramètres que FD, c'est-à-dire qu'on avait 2-3 paramètres, ça deviendrait beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Sauf que heureusement, il existe aujourd'hui tout un tas d'outils qui font ça très très bien, de manière très efficace, avec une assez bonne garantie de convergence. Donc c'est ce qu'on appelle le solver ici dans le cas d'Excel. Donc on va utiliser cet outil. Sauf que ce genre d'outil en général nécessite que l'on formalise le problème d'une certaine façon. Donc en général, ce sont des outils qui vont chercher à minimiser une fonction. Donc pour se ramener à un problème de minimisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre du même côté du égal ici, et ensuite on va prendre le carré, ce qui fait que c'est forcément positif ou nul, et donc quand on va chercher à minimiser, en fait, on va chercher à le rendre nul. Alors Excel, le solver d'Excel n'oblige pas nécessairement à minimiser, on a d'autres choix, on pourrait lui dire que cette fonction-là, il faut qu'elle soit égale à 0, bref, ou même à une valeur précise. Mais dans un cas général, c'est quand même une bonne pratique de se ramener à un problème de minimisation, puisque les outils que vous allez trouver dans la plupart des langages de programmation, type Python, MATLAB ou Julia, en général, vont chercher à minimiser. Donc voilà, encore une fois, c'est une bonne pratique. La mise au carré, c'est quelque chose qui se fait aussi beaucoup, hein. On pourrait prendre la valeur absolue aussi, enfin, il y a d'autres choses qui peuvent se faire, mais la mise au carré, c'est quand même assez courant. Donc pour résoudre ce problème-là avec le solver d'Excel, nous allons rentrer cette fonction-là dans une cellule objectif. Donc ça va être notre objectif à minimiser. Donc ici j'ai écrit normalement la formule, 1.93 log 10 de Reynolds. Donc en B4 j'ai bien le nombre de Reynolds que j'ai fixé à 10 000 ici pour être en turbulent. Racine de E4 qui est mon friction factor que j'ai rentré ici, moins 0.537, 1 sur racine du coefficient de friction encore une fois, qui apparaît deux fois évidemment, le tout mis au carré. Donc ici, cette fonction donc, dépend du coefficient de friction, donc si je viens faire varier le coefficient de friction, ça va faire varier la fonction objectif, et c'est ça que va chercher à faire le solver d'Excel, il va agir sur cette variable-là pour minimiser cette cellule. Donc nous allons lancer directement le solver qui se trouve dans l'onglet Données, Solver. Et donc ici il faut lui donner la cellule objectif, donc encore une fois la cellule que l'on va chercher à minimiser. Nous. On va cliquer sur minimiser ici. Hein. Encore une fois on aurait pu choisir d'autres options. Excusez-moi, visiblement j'ai cliqué un peu trop. Je vais sélectionner les cellules variables, donc ici on n'en a qu'une, c'est le coefficient de friction. Et on va laisser tout le reste blanc, donc pas de contraintes, on va voir après pour les contraintes. Et au niveau de l'algorithme de résolution, on va choisir donc celui qui est par défaut, le GRG non linéaire. Il existe aussi le Simplex PL, donc qui est pour les problèmes linéaires. Normalement, si on le lance sur un problème non linéaire comme celui-ci, il devrait le détecter et nous mettre une erreur. Et on a aussi un algorithme évolutionnaire. Alors là, juste
Pour information, les algorithmes évolutionnaires en général, ils sont pertinents en termes de rapidité de convergence lorsqu'on se retrouve avec un nombre de paramètres assez élevé. Donc disons, pour avoir un ordre de grandeur aux alentours d'une dizaine de paramètres, ça peut être intéressant d'utiliser un algorithme évolutionnaire, c'est-à-dire qu'il va peut-être nous donner une solution plus rapidement qu'un algorithme non linéaire, pardon, que le GRG non linéaire, et il va peut-être aussi nous garantir de trouver un minimum intéressant. Encore une fois, ça dépend des algorithmes, mais c'est un peu comment dire, une espèce de bonne pratique, hein. Quand on commence à avoir beaucoup de paramètres, ça peut être intéressant de tester l'évolutionnaire, voir ce que ça donne. Bon, on va se contenter du GRG non linéaire pour un problème aussi simple, et on va cliquer sur résoudre, sachant que ici j'ai mis une valeur au coefficient de friction au départ. Donc on va voir cette valeur de départ a une grande importance sur la convergence de notre solver. Pour l'instant, j'ai pris une valeur un peu au hasard, hein, un peu comme si je ne connaissais pas bien mon problème. J'ai pris une valeur comme ça, et on va voir ce que ça donne. Donc là, si je clique sur résoudre, il me dit qu'il n'est pas content. Là, il me dit qu'il y a eu une erreur dans la cellule objectif ou dans une contrainte. Il a mis un coefficient de friction négatif, et donc ma fonction objectif n'est pas définie, hein, pour un coefficient de friction négatif. Donc il n'est pas content. Donc on va faire annuler. Et on va le contraindre, puisqu'il a pris une valeur négative et qu'on ne veut pas que ce soit négatif, on va au moins lui dire, écoute, il ne faut pas que ce soit inférieur à 0. Donc en cochant cette case, tout simplement, rendre les variables sans contrainte non négative, ça veut dire qu'il va mettre une contrainte en fait à 0 pour cette variable-là. Donc elle pourra être nulle, elle pourra être positive, mais elle ne pourra pas être négative. Donc on va relancer comme ça, donc toujours avec le même point de départ de 0.5. Donc je lance. Et là, il a encore trouvé une erreur. Et si on regarde, il a pris le coefficient de friction à 0. Donc encore une fois, ma fonction n'est pas définie en 0. Donc on va faire annuler pour garder le point de départ. Et on va venir rentrer ici une borne minimale. Donc pour qu'il prenne en compte cette contrainte de borne minimale, en fait, on va devoir, dans la catégorie contrainte, on va faire ajouter, on va contraindre donc notre coefficient de friction, qui est en E4, on va lui dire qu'il faut qu'il soit forcément supérieur ou égal à ce que l'on va mettre dans cette cellule-là, qui est notre borne minimale. On va faire OK. Et là, maintenant, il nous a bien rentré que E4 doit être supérieur ou égal à F4. D'accord? Donc on peut même décocher cette case, elle ne sert plus à rien, puisqu'on a mis une contrainte sur notre seul et unique paramètre. Et donc maintenant, si je fais résoudre, alors pourquoi 10.6, quand même, petit aparté? Parce que si on regarde le diagramme de Mundi ici, qui est fourni sur Wikipédia, qui nous donne le coefficient de perte de charge, donc FD en fonction du nombre de Reynolds, pour un tube lisse ici, donc c'est la courbe bleue qui est la plus basse, pour un nombre de Reynolds de 10 puissance 4, donc 10 000 dans notre cas, on se retrouve avec un coefficient de perte de charge de 0,03. D'accord? Donc ça veut dire que normalement, on est censé connaître un peu notre problème pour fixer des bornes pertinentes et aussi un point de départ pertinent. Donc là, vu notre problème, on sait qu'on a trouvé 0,03, donc on veut surtout lui éviter d'aller jusqu'à 0, et on sait qu'il sera forcément supérieur à 10.6, donc voilà, pourquoi pas une borne à 10.6, hein. On pourrait faire quelque chose un peu plus fin, évidemment, mais bon, pourquoi pas. Donc c'est là quand même que rentre en jeu l'expertise de l'utilisateur, c'est-à-dire que le solver ne fait pas tout, on vient de le voir, hein, il a du mal à converger, pourtant c'est un problème très simple ici, donc à un moment donné il faut bien connaître un peu notre problème pour fixer des bornes min, des bornes max et surtout un point de départ pertinent. On va voir après l'impact du point de départ. Donc cette fois si je fais résoudre, eh bien il a trouvé une solution, il me dit qu'il a convergé, que toutes les contraintes sont satisfaites, donc il a l'air très content, et nous aussi nous sommes contents parce qu'il a trouvé 0,03 comme solution. Donc on avait vu sur le diagramme de Mundi qu'on s'attendait à une valeur aux alentours de 0,03. Donc si je conserve cette valeur, il se trouve aussi que dans un problème aussi simple, donc avec un seul paramètre fd, nous pouvons tracer en fait la fonction objectif en fonction de fd. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai tracé la fonction objectif en fonction de fd, pour fd entre 0,01 et 1, et on voit qu'on a bien un minimum ici, et un seul a priori dans ce domaine-là, qui se situe aux alentours des 0,03. Donc là, vu qu'on est dans un problème, voilà, un cas d'étude, nous connaissons la solution, et on voit du coup que le solver, il s'est bien débrouillé. Donc là, nous sommes très contents. Donc maintenant, nous allons regarder comment le solver se débrouille si on change le point de départ. Par exemple, si au lieu de prendre 0.5, comme j'avais pris au début, pardon, je vais prendre 0.06, c'est-à-dire que je prends une valeur quand même, on pourrait dire, beaucoup plus proche de la valeur que je suis censé obtenir. Ça veut dire que vraiment, là, je maîtrise beaucoup mon problème, je sais à peu près ce que je dois trouver.
et donc je choisis un point de départ tout à fait pertinent. Donc cette fois, je vais supprimer la contrainte carrément. Je vais cliquer sur supprimer. Et donc là, j'ai plus de contrainte. Et même s'il y a une valeur ici dans cette cellule-là, elle n'est plus utilisée par le solver. Donc là, je suis comme dans le cas au tout début, où j'avais lancé la minimisation sans cocher cette case, donc sans interdire être négatif ni rien. Donc là, cette fois, je clique sur résoudre. Et là, cette fois, il a trouvé la bonne solution. Il me dit qu'il a convergé, il est content. Et il a trouvé 0,03. Donc nous aussi, nous sommes contents. Donc là, c'est vraiment pour illustrer le fait que le point de départ a vraiment un impact au premier ordre sur la convergence de notre solver. Et donc on voit ici que même sur un problème aussi simple, un point de départ choisi, mal choisi, fait qu'on n'a pas trouvé du tout de solution, on a été obligé de rajouter beaucoup de contraintes. Alors, petite remarque tout de même, je recommande de mettre systématiquement des contraintes, des bornes min et des bornes max pour chaque paramètre. C'est une très très bonne pratique, surtout si vous utilisez d'autres outils qu'Excel. En général, on nous le demande, même là d'ailleurs sur Excel, l'algorithme évolutionnaire, si j'essaie de le lancer, normalement il devrait me mettre une erreur parce qu'il me dit que toutes les variables doivent avoir des limites supérieures et inférieures. Voilà. Donc c'est quand même une très bonne pratique de toujours mettre des contraintes min et max. Ça permet de maîtriser beaucoup plus ce qu'on fait, de contrôler les choses et d'être beaucoup plus répétable en termes de résultats. C'est-à-dire si on change de version d'Excel ou qu'on veut faire ça plutôt sur MATLAB que sur Excel, encore une fois, mettre des bornes, ça nous permet de maîtriser beaucoup plus ce qu'on fait et d'être davantage répétable. Le souci, c'est que ça demande quand même une certaine expertise, encore une fois, le solver ne fait pas tout. Il faut bien choisir nos bords et bien choisir notre point de départ. Le risque également avec le point de départ, c'est de ne pas trouver le meilleur minimum, entre guillemets. Donc ici, dans notre problème très simple, il y a un seul minimum, disons, dans le domaine considéré ici. Mais on peut imaginer que notre fonction objectif, elle a cette allure-là, et donc on peut très bien imaginer qu'il y a un minimum ici par exemple et que le solver s'engouffre dans ce minimum, converge, pour lui toutes les contraintes sont satisfaites, pour lui tout va bien, il a convergé. Mais on voit que dans le domaine de la fonction objectif étudiée, il y aurait un minimum qui serait peut-être plus intéressant pour nous. Donc celui-là c'est ce qu'on appelle un minimum local et celui-là c'est ce qu'on appelle le minimum global parce que dans le domaine étudié c'est le meilleur minimum disons, il n'y en a pas d'autre. Donc le choix du point de départ ici est également très très important et vous imaginez que si vous avez un certain nombre de paramètres, donc pas juste FD, mais par exemple de 3-4 paramètres, ça peut être du coup très difficile de choisir un point de départ pertinent pour garantir une convergence vers le minimum global. Donc ça c'est très important cette notion de minimum local ou global. Il faut vraiment l'avoir en tête quand on fait ce genre de choses, parce qu'il faut toujours avoir en tête qu'on n'a jamais la garantie d'avoir le minimum global. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Encore une fois, à part choisir des bornes pertinentes, des fois ça ne suffit pas. Donc, ce qu'on peut faire à l'heure actuelle avec la puissance de calcul que l'on a, qui est assez élevée, on peut venir tirer au sort des points de départ en fait, dans tout le domaine de la courbe, on peut en tirer au sort 100, 1000, 10 000 si on veut. Encore une fois, ça dépend du temps d'exécution ensuite nécessaire pour minimiser notre problème. Si c'est un problème qui se minimise très rapidement, on peut imaginer tirer au sort un grand nombre de points de départ. Et pour chaque point de départ, on va donc utiliser le solver qui va nous donner une solution. Donc un jeu de paramètres et la valeur de la fonction objectif. Et donc on va devoir trier ces solutions. Donc, par exemple, trier directement la valeur de la fonction objectif, prendre la plus faible par exemple, mais on peut aussi trier en fonction de la pertinence des paramètres, parce que des fois, en général, on cherche quand même un sens physique à nos paramètres. Donc, on peut faire ça. Alors pour faire ça, il faut fixer des bornes min et max pour chaque paramètre et venir tirer au sort entre ces bornes. Alors sur Excel, c'est pas très pratique à faire, mais bon, évidemment sur un langage de programmation type MATLAB ou Python, c'est tout à fait accessible. Avant de passer à la suite, je vous propose juste de regarder comment est-ce qu'on peut sauvegarder toutes ces informations que l'on rentre ici dans le solver. Donc je vais remettre le GRG non linéaire, je vais ajouter la contrainte que j'avais supprimée. Donc c'était la cellule E4 que je voulais contraindre à supérieur ou égal à ma borne min ici. Je fais OK. Donc j'ai bien E4 supérieur ou égal à F4. Et donc je vais enregistrer ces paramètres solver ici. Donc je clique sur enregistrer. Là il faut que je sélectionne juste une cellule. Et en fait
l'outil va enregistrer, va remplir des cellules en dessous de cette cellule que j'ai spécifiée. Donc là, je clique sur enregistrer et il a noté quelques valeurs ici. Donc il a noté la valeur de la fonction objectif, hein, la localisation de la fonction objectif ici. Donc en C4, il dit que c'est un minimum. Ensuite, ici, il a les variables sur lesquelles il peut agir et leur nombre. Et ici, il a une première contrainte. Et ensuite, on a de nombreuses valeurs ici, avec des booléens notamment, vrai ou faux, dont on ne connaît pas bien la signification. Malheureusement, Microsoft ne donne aucune documentation sur ces paramètres. C'est très étonnant. Si vous avez envie de bidouiller un peu en modifiant des choses, vous pouvez voir que vous pouvez changer le solver, des choses comme ça. Bref, on va en avoir une utilisation ici qui est très restreinte. Moi, je m'en sers principalement pour ajouter des contraintes. Je trouve ça personnellement plus agréable de faire comme ça que dans l'interface solver. Donc ici, par exemple, j'ai juste à faire ça et j'ai rajouté une borne max ici. Voilà, et ensuite, pour charger ces paramètres, je fais le bouton charger enregistrer, c'est le même bouton. Cette fois, je vais sélectionner toutes les cellules qui contiennent quelque chose. Hop, je fais charger. Il va me demander si je veux remplacer les données actuelles ou fusionner. Je vous conseille de remplacer parce que des fois il fait des trucs un peu bizarres, il duplique des contraintes, enfin bref. Donc là on a bien, donc dans celui objectif en C4, c'est une minimisation, on a le coefficient de friction comme cellule variable, et le coefficient de friction donc est contraint avec une borne min en F4, une borne max en G4, on a GRG non linéaire qui est sélectionné, donc tout va bien. Donc on voit que j'ai pu charger du coup des données solver. Si je clique sur résoudre, évidemment il retrouve la solution de 0,03 puisque je lui avais déjà mis un point de départ pertinent ici. Donc on avait vu qu'il n'avait pas besoin d'être contraint. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est toujours une très bonne pratique de contraindre nos paramètres. Donc passons à la suite avec le fitting de données. Donc le fitting de données, ça consiste à chercher les paramètres d'un modèle afin que ce modèle soit le plus ajusté possible avec des données expérimentales. Donc ici, on va considérer un modèle polynomial du second ordre, donc ax carré plus bx plus c. Et je suis venu générer artificiellement des données expérimentales. Donc on va imaginer qu'en fait, ce sont des données qui viennent d'une mesure expérimentale. Mais bon, ici, je les génère artificiellement. Donc j'ai un vecteur x, encore une fois, qui aurait été mesuré. Et je viens générer un vecteur y. Donc là, cette fois, je l'ai généré avec un polynôme également, exactement comme mon modèle, avec les paramètres ABC, donc ax carré plus bx plus c. Donc j'ai fait ça évidemment pour chaque x, vous voyez. Donc ça me donne un y, et j'ai rajouté un petit bruit de mesure, et donc au final le y que je considère donc comme étant mon y expérimental, c'est celui-ci, donc c'est le y qui est généré avec le polynôme, plus un bruit de mesure, d'accord, artificiel évidemment le bruit. Donc on le voit ici, notre yx en bleu là. Et ensuite je vais devoir calculer notre modèle. Donc j'ai fait exactement de la même façon que mon y expérimental artificiel, évidemment dans ce cas-là, j'ai fait ax carré plus bx plus c, mais je n'utilise pas les mêmes paramètres ABC, cette fois les paramètres ABC, le solver va pouvoir agir dessus, c'est comme précédemment, notre paramètre fd, le solver va agir sur les paramètres ABC pour faire varier la valeur de notre modèle, et ensuite on va chercher à minimiser l'écart entre le modèle et les données expérimentales. Donc j'ai fait ça, donc x carré plus bx plus c en prenant bien le x expérimental, donc j'ai fait ça pour tous les x évidemment. Donc ça me donne mon y modèle. Maintenant la difficulté, ça va être de générer notre fonction objective, c'est-à-dire de ramener notre problème à un problème de minimisation d'une seule fonction. C'est-à-dire que c'est quand même un peu plus complexe que précédemment, parce que là on a des points pour chaque x, on n'a pas une seule valeur à minimiser. Donc ce qu'on va faire, quelque chose qui se fait assez couramment, c'est de calculer une erreur relative en fait, entre les données expérimentales et notre modèle avec ce type de formule, là avec y expérimental moins y modèle sur y expérimental fois 100. Alors le fois 100 c'est pour se ramener en pourcent, mais on aurait très bien pu éviter de le mettre, c'est juste pour nous, mais le solver il s'en fiche lui. Par contre, ce qui est très important ici, c'est d'avoir divisé par le yx, ça permet en fait de ramener à chaque fois la valeur de l'erreur relativement par rapport à la valeur de y. Parce que sinon, on pourrait très bien se retrouver avec une erreur qui est beaucoup plus grande ici en x égale 10, parce que y est très élevé, donc on se retrouve avec une erreur
potentiellement, hein, c'est pas certain, mais potentiellement beaucoup plus élevé que ici parce que l'y vaut que 10, alors que si on fait plus d'erreurs, c'est pas du tout parce qu'on est moins précis, c'est simplement parce que la valeur de y est plus élevée. Donc c'est quand même une très très bonne pratique de toujours se ramener à yx, ce qu'on appelle l'erreur relative. Ça permet en fait d'avoir la même pondération pour chaque valeur de x, et qu'il n'y ait pas des x qui soient, enfin entre guillemets des y de certains x qui soient avantagés, disons, qui est une erreur plus grande pour une raison arbitraire. Et ensuite on va prendre le carré, donc comme précédemment, hein, pour se ramener à un problème, on va juste minimiser. On a quelque chose de positif ou nul ici, donc le minimiser, ça veut dire le ramener à 0. Sauf qu'on n'a pas fini parce qu'on a cette erreur pour chaque valeur de x. Donc c'est ce que j'ai calculé ici. Donc là c'est bien mon yx, mon y modèle sur yx fois 100. J'ai fait ça évidemment pour chaque valeur de y qui correspond à chaque x. Et ensuite j'ai pris le carré ici de cette valeur-là. Mais sauf qu'encore une fois, je l'ai pour chaque valeur de x. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. Ici, ce que je propose, c'est quelque chose de très simple. On fait tout simplement la somme des erreurs quadratiques. Voilà, c'est quelque chose qui est très très courant quand on fait du fitting de données, c'est de faire la somme des erreurs quadratiques. Alors on pourrait pondérer certaines valeurs de x, encore une fois, si vous avez par exemple un endroit où vous avez une courbe où vous voulez être beaucoup plus précis dans cet espace-là de x plutôt qu'ailleurs, vous pouvez imaginer par exemple sommer qu'une partie, multiplier par un coefficient de pondération, et ajouter ensuite l'autre partie, multiplier aussi, pourquoi pas, par un autre coefficient de pondération, et comme ça vous venez donner plus d'importance en fait à l'erreur sur certains points qu'à d'autres, et vous pouvez ainsi essayer d'être plus précis sur certains points que d'autres. Voilà. On peut imaginer faire des choses assez complexes hein, sur ce calcul d'erreur. Bon, ici on est sur un cadre très simple, très standard et aussi très courant hein, quand on fait du fitting de données. Et donc on va demander à notre solver de trouver les paramètres ABC qui permettent de minimiser cette erreur, donc qui permettent de minimiser l'écart entre le modèle ici qui est en orange et les données expérimentales en bleu, et on a ici donc les erreurs relatives en pourcent qui sont données en gris sur l'axe de droite. Donc on va venir charger une optimisation que j'ai déjà enregistrée, donc on va faire charger, on va sélectionner les cellules qui correspondent à notre optimisation à charger, on va cliquer sur charger, et là normalement si tout va bien, il a bien mis que la cellule objectif elle est en Q4, il a mis que les paramètres ils étaient de N5 à N7, il a mis aucune contrainte. Donc là nous allons cliquer sur résoudre. Et on voit que, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour lui il est content, pour lui il a convergé. Et on a donc une certaine valeur d'erreur. On voit ici que sur le graphe, les points orange se sont rapprochés des points bleus. Donc là, c'est à voir selon notre application si la précision nous paraît satisfaisante. Et il a trouvé des valeurs, des paramètres ABC. Donc il a trouvé pour le paramètre A 0.14, alors qu'à la base il était de 0.1, mais c'était avant qu'on applique le bruit. On a trouvé pour le paramètre B 0.57, donc ce qui semble très éloigné du 1, mais encore une fois on a rajouté du bruit. Et pour le paramètre C, il a trouvé 10.73, qui semble être proche du paramètre initial. Mais là, c'est même pour illustrer le fait que malheureusement, quand on fait du fitting de données, dans la réalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux paramètres initiaux, eh bien on est un peu démuni hein, face aux paramètres qu'on obtient. Est-ce qu'ils ont du sens physique ou pas? On voit que même là, en connaissant la réponse, en fait c'est difficile de répondre, hein, puisque vu que j'ai rajouté du bruit, en fait je ne connais pas la vraie valeur de mes paramètres ABC au final, hein, puisqu'ils n'existent pas vraiment. On est plus sur un polynôme idéal. Donc là, c'est vraiment pour illustrer à quel point ça peut être compliqué ensuite de venir interpréter les paramètres. Donc si on n'a pas besoin d'interprétation physique derrière, qu'on voulait juste quelque chose qui colle le plus possible aux données expérimentales, parce qu'ensuite on va s'en servir pour faire des calculs, bon ben tout va bien, mais quand on veut faire de l'interprétation physique derrière, on voit vite que ça peut être compliqué. C'est-à-dire, encore une fois, que le solver, ça fait pas tout, hein, ça nous donne des valeurs, mais ça ne nous dit pas si c'est pertinent ou pas. On va faire un dernier essai en rajoutant des contraintes. Alors, un petit spoiler, ça va rien changer en résultat, mais c'est juste pour vous illustrer que c'est quand même, encore une fois, une bonne pratique de toujours mettre des bornes min et des bornes max. On va remplacer les valeurs, encore une fois.
Donc là, j'ai rajouté des contraintes pour chaque paramètre. Donc on voit que ça peut quand même vite être un peu lourd, hein, parce qu'à chaque fois, il me faut une borne max et une borne min. Donc là, les bornes min elles sont en K, donc à chaque fois, supérieur égal à K et inférieur égal à L. Donc la borne max, elle est bien en L. OK. Donc je ne vais pas lancer directement parce que j'ai pas de valeur initiale ici. J'avais les valeurs initiales, c'était la solution du problème précédent. Donc là, je clique sur résoudre. Donc bon, il nous trouve exactement la même solution. Il est où? Je vais faire OK. Donc il trouve exactement la même solution. Donc là, c'est pour illustrer peut-être le fait que comme ça, quand on trouve la même solution de manière très répétable, bon, ça nous rassure quand même quant à cette solution-là, que c'est peut-être un minimum global, mais c'est pas sûr, hein, puisqu'encore une fois, j'ai pris le même point de départ. Mais c'est tout de même rassurant quand le solver tombe 2 fois sur la même solution alors qu'on lui a rajouté des contraintes. Encore une fois, pour être sûr qu'on ait le minimum global, là, il faudrait que je prenne donc des valeurs au hasard, par exemple de A et B, entre les bornes min et les bornes max, de A, B et C, et pour chaque population de paramètres, hein, on dit, je vais faire la minimisation et je vais ensuite trier mes solutions pour essayer de garder celle qui donne la valeur la plus faible d'objectif ou alors les paramètres les plus pertinents. Cette vidéo touche à sa fin. Vous trouverez en description un lien pour télécharger le fichier Excel que j'ai utilisé et je vous dis à une prochaine fois.